Allez, week-end extraordinaire oblige, double dose de podcast en ce lundi 3 février. On a parlé dans le podcast qu'on a mis ce matin du trade de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers. On est revenu sur le contexte, sur les raisons supposées, plausibles, incompréhensibles de ce trade à l'impact énorme. On s'est dit qu'on allait faire carrément un deuxième épisode à part avec Shai et Antoine pour traiter, alors pour le coup, un trade qui était attendu. Là, c'était pas un mystère. C'est l'arrivée de De'Aaron Fox aux San Antonio Spurs. On savait que c'était pas acté, mais que c'était vraiment l'une des pistes de trade les plus sûres probablement de cette trade deadline. Avant qu'on reparte sur les tenants, les aboutissants, les vainqueurs, les déceptions, peut-être nos analyses personnelles. On n'a pas forcément les mêmes avis sur ce trade. Antoine, est-ce que tu peux nous donner donc les détails de ce trade qui implique 3 équipes au bout du compte? Yes, alors San Antonio récupère De'Aaron Fox et en échange va lâcher 4 premiers tours de draft. Mais d'abord, je vais venir donc sur les Spurs. Les Spurs, il y a De'Aaron Fox et il y a Jordan McLaughlin, dur à dire. Les Kings, l'autre équipe qui perd donc Fox, récupère Zach LaVine, Sidi Sissoko. On verra s'il va rester à Sacramento ou pas. Un premier tour 2025 des Hornets, mais en vérité, c'est pas vraiment un premier tour parce qu'il est protégé top 14 et a priori, Charlotte va pas faire les playoffs, donc ça sera 2 seconds tours. Donc déjà, un premier tour qui n'en est pas vraiment un. Un second tour 2025 des Bulls, un premier tour 2027 non protégé des Spurs, sachant qu'on peut s'attendre à ce qu'en 2027, les Spurs soient quand même assez compétitifs. Un second tour 2028 des Nuggets et un second tour 2028 le leur. Ils récupèrent le leur. Et là, le seul vrai choix, je vais dire intéressant au niveau des choix de draft, un premier tour non protégé des Timberwolves en 2031. Alors, on ne sait pas encore ce que seront les Timberwolves en 2031. Ça, c'est ce que récupère Sacramento. Donc, des pics, pas tous aussi bien que prévu, et Zach LaVine et Sidi Sissoko. Les Bulls récupèrent Zach Collins, Trey Jones, Kevin Huerter et leur premier tour de draft 2025. Ils récupèrent quand même un pick. C'était le leur qu'ils avaient envoyé à San Antonio dans le deal pour DeMar DeRozan, sachant que ce pick était protégé top 10, donc ils avaient quand même encore des chances de l'avoir dans tous les cas. Mais là, au moins, ils sont sûrs d'avoir la main dessus. Voilà pour les joueurs et les picks échangés. Qui se lance? Vous voulez que je me lance peut-être? Allez, je prends. Vas-y, parce que tu vas peut-être dire des choses gentilles. Moi, après, j'ai une humeur un peu massacrante sur les décisions de certains GM ce week-end. Donc, je t'en prie, Théo, amène un peu de positif. Shai, qui est le mec le plus positif que je connaisse, il s'est levé en choisissant la violence ce matin. Donc, attention les oreilles. Avant d'attaquer, peut-être parce que je me doute bien que vous allez être offensif sur 2 équipes, on peut peut-être déjà juste faire le point de vue San Antonio, ouvrir par San Antonio et par Fox, par notre avis sur ce que vous pensez de ce trade de Fox, ce que ça représente pour San Antonio. Exactement, c'est ce que je pensais faire. J'ai eu les copains de First Team m'avaient fait l'amitié de m'inviter jeudi dernier dans le First Day Show. On avait parlé notamment des rumeurs de trade de Fox aux Spurs. En fait, moi, j'adore le fit en fait, de Fox avec Victor Wembanyama et avec les Spurs. Je pourrais le détailler un peu plus tard, mais je vais vous laisser la parole par la suite. Je l'aime autant dans le jeu que dans la timeline, finalement. Je pense que ça va permettre à San Antonio d'avoir le meilleur de Fox qui va correspondre avec le début du meilleur de Victor. Donc, je pense que c'est hyper compatible. Je pense qu'en termes de jeu sur le terrain, ce que j'aime beaucoup avec Fox, c'est que c'est un meneur-scoreur, mais qui a déjà montré qu'il pouvait très bien coexister avec un intérieur par qui le jeu passait, ou du côté des Kings avec Sabonis. Donc je pense que là aussi, en termes de skills, c'est vraiment un super bon fit. La seule question que je posais jeudi, c'était le prix en fait. Est-ce que combien de picks tu vas mettre? Est-ce que tu vas être obligé de lâcher le premier choix de draft des Hawks de cet été, de cette année, qui est extrêmement intéressant si jamais les Hawks se mettaient à plonger parce qu'il n'est pas protégé. Donc ça peut être un pick qui rapporte beaucoup. Si tu te sépares de jeunes, desquels tu te sépares? Est-ce que tu te sépares de Castle? Moi, j'aurais dit non. On peut y revenir quand on voit, on va pas revenir sur le trade de ce matin, mais effectivement personne n'est intradable. Mais Castle, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Vassell, je me disais, moi j'adore le joueur, mais en même temps je pense que c'est un joueur dont finalement
L'apport peut être réplicable, tu peux retrouver un deuxième arrière qui met des points, tu peux en trouver. Sur Sohan, j'étais un petit peu plus partagé. Au bout du compte, je trouve que c'est parfait pour San Antonio parce qu'ils ont eu besoin de sacrifier aucun jeune joueur finalement d'importance. Le seul joueur, c'est Trey Jones, mais de toute façon, il aurait été... si t'as De'Aaron Fox, t'as pas besoin de Trey Jones en fait dans ton équipe. T'as déjà Chris Paul et De'Aaron Fox, c'est déjà excellent pour tenir la main. Donc pour les Spurs, c'est un trade pour moi, mais qui est gagnant à 2000% en fait. T'as pas du tout besoin de te saigner, c'est que du positif. Donc je trouve que du côté des Spurs, c'est vraiment parfait. C'est un home run. Ils ont perdu aucun des jeunes joueurs. Donc Vassell, Sohan, même Keldon un peu plus âgé. Ils ont toujours le pic des Hawks de là 2025, si je dis pas de bêtises. Ils l'ont C'est ça. pas. Tous les assets vraiment séduisants. Ils n'ont pas eu à s'en séparer. Donc, Brian Wright, le GM, a fait un super. Alors, on peut voir les choses de différentes manières. Soit il a fait un super boulot, soit ses interlocuteurs, on n'est pas sur du Nico Harrison qui prend une décision. Là, il n'y a pas d'explication particulière. On en a beaucoup parlé ce matin, mais je ne sais pas comment les Kings peuvent retirer aussi peu finalement de la part des Spurs ou même d'ailleurs les Bulls en fait. Il y avait moyen j'imagine, de prendre plus aux deux autres parties parce que là où ça home run, c'est ils ont encore une marge de manœuvre avec les jeunes qu'on a cités, donc même si ça fonctionne pas aussi bien que prévu, j'ai même pas cité Castle, mais Castle, Vassell, Sohan et tout, s'ils veulent passer un cap encore dans les années à venir, ils peuvent s'en servir comme des trade assets. Ils ont les tours de draft, le tour de draft des Hawks là. C'est parfait pour un joueur comme Fox qui peut très bien former un tandem hyper intéressant avec Victor dès cette année. Si ça marche pas aussi bien que prévu, ils se sont pas engagés sur de l'ultra long terme pour le moment avec lui. Je trouve que c'est un move assez parfait pour les Spurs, effectivement. Je pense, c'est marrant, je vais être encore un peu l'avocat du diable, mais pas tout à fait. Déjà, moi, je pensais pas que ce transfert allait se matérialiser. Je l'avais déjà dit dans un CQFR, je pensais pas que ça se ferait. Parce que je comprenais, ça rejoint ce que dit Shai. Au final, les Kings, je capte pas. Les Kings, je capte pas. On va parler de Sacramento après, mais vraiment, je capte pas. Je pense qu'il n'y avait pas autant d'urgence que ça. Après, peut-être que le trade de Doncic a. Je sais pas, les mecs, Vivek Ranadiv, il s'est dit attends, mais nous aussi, on veut être dans l'actualité. Qu'est-ce qui se passe là? Nous aussi, on va faire un trade. Mais je trouve qu'il n'y avait pas d'urgence. Oui, De'Aaron Fox n'allait pas prolonger à Sacramento. Oui, il va être free agent en 2026. Mais je continue de penser que ce trade, enfin, le trade de De'Aaron Fox, il existe encore cet été. Bien sûr. Et au moins, je sais pas, peut-être qu'il y a même plus d'assets que tu peux lâcher. Il y a plus d'équipes qui peuvent être dans le coup parce qu'il y a plus d'équipes qui ont un peu plus de marge ou qui ont de la flexibilité. Donc moi, je capte pas le trade, je m'y attendais pas. Quand j'aimais pas l'idée de San Antonio de faire venir forcément un meneur score, mais c'était sans doute à chaque fois parce que j'insistais sur le fait que c'est ce que vous avez dit, dans mon esprit, tu lâches Castle en fait, tu lâches Castle ou tu lâches Sohan, et moi j'étais pas pour ça. Là, évidemment, sans lâcher aucun de ces mecs-là, ni les meilleurs pics, sachant que San Antonio en fait a encore beaucoup de pics d'ailleurs de disponibles, pas que les leurs. Ouais, c'est un très bon trade. Il n'y a rien à dire. C'est un très bon trade dans son exécution au niveau du peu d'assets, entre guillemets. Parce que je l'ai même dit, même les pics au final qui balancent, le seul qui a une vraie valeur, c'est celui de Minnesota en 2031. Et il aura de la valeur que si Anthony Edwards ne reste pas à Minnesota. Ce qui n'est pas une garantie. Enfin, tu vois, aujourd'hui, peut-être que Edwards, il va juste rester au Timberwolves toute sa carrière. Et dans ce cas-là, ce pic, au final, tu t'en fiches de le lâcher. Donc oui, sur les assets, je trouve que c'est un très bon trade. Dans le jeu, je pense effectivement, les Spurs récupèrent un closer déjà pour les quatrièmes cartons qui sont parfois difficiles. De'Aaron Fox, il est bon dans ce domaine. Récupère un très bon partenaire de pick and roll avec Victor Wembanyama. Récupère une seconde option plus fiable et plus régulière que Devin Vassell aujourd'hui. Peut-être plus fort que ce que le sera Devin Vassell tout au long de sa carrière. On ne sait pas encore, tu vois. Donc sur tout ça, c'est un bon trade. Récupère un joueur qui entre dans son prime ou qui est dans son prime. Voilà, on va dire qui est dans son prime. Je pense que là, Fox, le joueur qu'il est aujourd'hui, il sera jamais meilleur, mais je pense qu'il y a encore plusieurs années où il peut être bon. Donc tout ça, pour moi, c'est un très bon trade. Je vais essayer de mettre des petits bémols. En fait, voilà, je suis pas sûr que De'Aaron Fox sera dans l'effectif le jour où Victor Wembanyama gagnera son premier titre, mais c'est même pas un bémol sur ce trade. En fait, c'est plus tu vois, en fait, c'est un trade dont j'en parlais juste avant là avec Julien Deschutner, quelqu'un d'autre de la rédaction. C'est un trade
si tu veux le juger négativement, tu pourras le juger négativement que beaucoup plus tard, en fait. Dans le sens où ça dépend de quels joueurs seront disponibles après Fox. Est-ce que finalement, plus tard, un ou 2 ans près, tu n'avais pas moyen de faire un meilleur joueur que Fox? Mais bon, il leur reste Castle, il leur reste Sohan, il leur reste Vassell, il leur reste des pics. Ça aurait été problématique, ça serait posé s'il y avait eu s'il y avait eu sur les assets. Là, ils sont renseignés de rien du tout. C'est ça, ils ont toujours beaucoup d'assets. Après, Fox, il va falloir le prolonger. Hein. Tu as lâché quand même des pics. Ils vont le prolonger. Et ils vont le prolonger au prix très fort. Donc, tu vas perdre un peu en flexibilité. Mais bon, parce qu'après, il va falloir prolonger aussi Vassell, puis Sohan. Et un jour, tu seras bloqué financièrement et ça sera ça ton équipe. Et en tout cas, sur la première partie du prime de Victor Wembanyama, ou le moment où il ne sera peut-être pas d'ailleurs encore tout à fait prêt pour gagner un titre, ça sera ça ton équipe. Fox, à 32 ans, il va toucher un salaire que tu ne veux pas le voir toucher. Je pense honnêtement, c'est ça. Mais c'est dans 5 ans, quoi. C'est dans 4-5 ans. Je pense que d'ici là, les Spurs auront largement eu le temps de rentabiliser, peut-être même faire les playoffs dès cette saison. Donc je pense honnêtement, dans l'ensemble, c'est un très bon trade. C'est plus vraiment sur le long terme, sur la fin du prochain contrat de Fox, où je me dis ça peut piquer un peu. Mais bon, d'ici là, tu auras eu d'autres occasions de retomber sur tes pattes, je pense, honnêtement. Ouais, c'est clair, et 32 ans, tu vois, c'est même pas si tard en fait. C'est-à-dire que si son prochain contrat, ça le mène à 32 ans avec un énorme salaire, c'est même pas si tard, tu peux encore espérer qu'il soit bon, en fait, tu vois, et que ce soit pas juste un boulet. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que finalement, ce trade à court terme a coûté très peu aux Spurs, donc tout de suite, ils sont meilleurs en fait. Tout de suite, pour le coup, Nico Harrison qui disait c'est un trade qui va nous permettre d'être bons maintenant et à l'avenir. Là, pour les Spurs, c'est un trade qui leur permet d'être bons maintenant et à l'avenir. Tout de suite. On l'a dit, ils ont gardé tous leurs jeunes joueurs là, effectivement. Sur Castle, je m'étais planté sur le potentiel. En début de saison, on en avait parlé, Antoine avait très vite ciblé comme étant l'une des vraiment très belles prises de cette draft. Et aujourd'hui, je me range totalement à ton avis, Antoine. Je pense que c'est vraiment un joueur qui a du potentiel et qui est très fort, qui a le potentiel pour devenir très, très fort. En fait, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'avec ce trade, je pense qu'il y a pas, de toute façon, il n'y a pas de débat en fait. L'option numéro 1, le franchise player, c'est Victor Wembanyama. Donc, tu n'es pas en train de chercher un joueur qui va être meilleur que ton meilleur joueur, en fait. Tu cherches déjà des stars de complément. Et en fait, je trouve que aujourd'hui, De'Aaron Fox, il remplit parfaitement cette description, en fait. C'est peut-être aujourd'hui même, peut-être que De'Aaron Fox est meilleur même que Wembanyama, en fait, tu vois, en termes de maturité. Mais donc, au mieux, c'est ta star à bis. Mais dans tous les cas, je pense que lui, comme le staff, on sait que ça sera la deuxième option. Ce qui veut dire que Vassell devient la troisième option quelque part, ce qui est parfait en fait pour lui. Je suis même pas sûr que ce soit un joueur qui ait le potentiel pour être mieux qu'une troisième option dans une très bonne équipe, ce qui est déjà énorme en fait comme potentiel. Et s'il répond pas à cette exigence, San Antonio aura encore la marge en fait pour bouger, faire des choses. Peut-être que c'est Castle finalement qui jouera ce rôle, on ne sait pas en fait. Et en fait, je trouve ça parfait parce que cette équipe des Spurs, elle commence à marquer le pas pour cette saison. Un peu plus tôt dans l'année, on s'était dit s'ils font pas le play-in, ça sera une déception. Et là, ça commençait à partir. On se disait ils vont être trop justes. Et là, je pense que tout de suite, ça te rend meilleur. Ça te donne l'opportunité d'aller vraiment jouer le play-in. Et on ne sait pas, il reste beaucoup de matchs à jouer, mais éventuellement, si tu arrives à faire les playoffs, je pense que cette équipe de San Antonio, elle a besoin de ça pour continuer sur sa marge de progression qui, il faut le reconnaître quand même, c'est là que Victor Wembanyama est vraiment un joueur à part, c'est qu'en fait il accélère tout en fait. Le processus lambda d'une équipe qui est en reconstruction avec une superstar, c'est pas aussi rapide. En fait, comme il avance quand même plus vite, c'est intéressant aussi que l'équipe avance plus vite, toujours dans ce souci de voir évaluation des joueurs, voir un petit peu ce qui va te manquer, voir sur quoi tu vas pouvoir te projeter vers l'avenir. Et avec De'Aaron Fox, t'en parlais Antoine, sur le fit, c'est parfait. C'est un mec très bon sur pick and roll et en même temps, c'est un mec, tu peux faire de l'isolation pour lui en fait. Tu peux faire de l'isolation si tu es coincé dans une situation et il sait très bien alterner l'un et l'autre. Et c'est un joueur qui est pas, on en avait parlé un petit peu, je crois que c'était dans le CQFR de samedi, Antoine, tu notais son pourcentage de tir à 3 points qui est effectivement en deçà de ce que moi j'avais en tête. Mais c'est quand même un joueur qui a mis les tirs à 3 points dans des moments clutch en playoff. Donc c'est vraiment un closer. Donc en fait, c'est quand même un joueur où si t'es le staff adverse, tu peux pas simplement dire on va lui laisser 2 mètres à chaque fois. Tu sais que tu pourras pas le faire dans des matchs importants. Donc cette équipe des Spurs, elle manque peut-être encore un petit peu de shooting autour dans l'ensemble. Mais je trouve que vraiment là, tout est en place pour redynamiser la saison de San Antonio et pour que les Spurs puissent bien se débrouiller. Parce qu'en fait, c'est toujours ça. Tu sais très bien que
des stars, quelles qu'elles soient, elles viennent pas à la free agency. Ta seule occasion, a fortiori quand tu as un petit marché, c'est de les choper sur des trades. Et quand le prix est si bas, bah, tu es obligé de sauter dessus en fait. San Antonio, encore une fois, voilà, c'est A ce trade. Ouais, je pense pareil. Hein. À nouveau, le bémol émis par Antoine, il a du sens. Je ne sais pas si les Spurs auraient fait ce trade s'ils avaient dû se séparer d'un de leurs jeunes éléments, tout simplement. Et le fait qu'ils soient encore là et qu'ils puissent servir de variable d'ajustement après, je trouve que c'est royal. Donc, on va peut-être parler après de pourquoi d'autres équipes ont accepté de faire ce qui ressemble à nouveau à une fleur à une autre équipe. Mais du point de vue des Spurs, c'est une excellente nouvelle et pour Victor Wembanyama aussi. Et en plus, pardon, je rajoute, c'est qu'en plus, ils savent que De'Aaron Fox voulait venir. Donc ça, c'est le luxe ultime, parce qu'en plus, tu sais que l'extension, il va la prendre, parce que parfois, c'est ça le risque, c'est que tu sais pas si le mec va vouloir rester, mais là, tu sais quasiment sûr et certain qu'il va la prendre. Il a ciblé San Antonio et il a été vu en train de chercher des baraques. Enfin, c'était déjà prévu C'était pas. Moi aussi, comme Antoine, je pensais que les rumeurs étaient peut-être un peu. C'était peut-être le camp de Fox qui voulait mettre un peu de pression pour dire c'est vraiment là que j'aimerais aller et tout ça, mais que ça se matérialise aussi vite. D'un côté, comment tu peux ne pas accepter si c'est la seule contrepartie qu'on te demande? Je comprends qu'ils aient accepté, quoi. Comme les Lakers. Il y a un monde où ils dépassent les Kings et ils jouent le play-in à la place des Kings, ce serait beau. Il faudra juste que les Spurs, effectivement, le shooting, je pense que c'est très important. Castle et Sohan sont très maladroits. Fox n'est pas un très bon shooter. Vassell est irrégulier. Wembanyama est presque le meilleur shooter du 5 majeur. Mais effectivement, si tu veux jouer des pick and roll Fox-Wembanyama, il te faut de l'espace aussi. Bon, après, il y a d'autres joueurs du côté de San Antonio, mais bon, le shooting à terme sera faut qu'il y ait une progression de la part de Sohan, de la part de Castle, etc. Mais c'est un très beau fit. Chris Paul va sortir du banc, je pense que c'est presque mieux pour eux. On l'a vu, ça pouvait être intéressant du côté de Golden State. Il va être un mentor de Fox aussi, hein, mine de rien. Fox aussi, il a jamais pu avoir un meneur comme ça, pour lui montrer Fox, c'est presque autodidacte à ce stade. Hein. Il est arrivé dans le bordel des Kings, il s'est forgé dans le bordel des Kings. Il a réussi à sortir un peu cette équipe en étant excellent en playoff. Ouais, on verra ce que ça va donner pour San Antonio, mais ouais, je serais pas surpris qu'il repasse dans la tranche du play-in. Ça serait tellement ironique si Dallas a quand même un peu de marge et a une bonne équipe, mais tu sais, t'es pas à l'abri d'une blessure d'Anthony Davis ou de Kyrie Irving. Ce serait tellement ironique si Dallas et Sacramento sortent du play-in sur la fin de saison. C'est pas pour être méchant avec les supporters des Kings et des Mavs qui n'ont pas choisi, mais j'ai presque envie de militer pour ça, quoi, que ça arrive. Les fans des Kings, ils ont absolument pas demandé à leurs dirigeants de devenir les Bulls de l'Ouest. Hein. Est-ce que ça on peut enchaîner avec Sacramento, hein, de toute façon. Les Bulls, c'était super le projet avec Lavine, DeRozan et un intérieur européen très très offensif et pas très bon en défense. Alors pourquoi on va pas refaire la même chose avec un Sacramento après tout tu vois, Alors c'est la grande question pour les Kings, parce qu'en fait ce qui est fou, moi je comprenais qu'ils fassent fuiter l'affaire, les Kings, pour mettre la pression sur San Antonio, pour leur dire justement faire l'inverse de ce qu'ont fait les Mavs. Dire, non, nous on va sortir l'info pour faire monter les prix un peu, et que San Antonio soit obligé de balancer la sauce si vraiment ils veulent dire Aaron Fox. Manifestement ça n'a pas été le cas, donc ça c'est complètement fou. Et oui, la question c'est que si là le trade des Kings il s'arrête là, et qu'il se passe rien d'ici la deadline, c'est incompréhensible. Parce qu'effectivement, DeRozan, Lavine et alors Sabonis, c'est mieux que Vucevic, hein, je dis pas le contraire. Mais tu sais que ça gagne pas, en fait. Ton objectif, c'est de gagner. Ça peut pas être ça, ton objectif à terme. Donc, j'attends de voir quand même. Je sais pas, vous pensez que c'est fini pour Sacramento, qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire pour relancer leur saison? J'espère pas, hein, parce que sinon c'est chaud quand même. Hein. En plus, ils étaient sur une belle série de victoires, quoi. Le timing, il est... Bref. Je comprends pas non plus. Hein. Honnêtement, faire venir Lavine, que d'autres équipes aient voulu faire venir à Lavine, je comprends. Il est sur une très bonne saison. Il a fait augmenter sa valeur. Et on va en parler de la valeur de Lavine, est-ce qu'on récupérait les Bulls aussi, parce que bon, bref. Je sais pas s'il a fait augmenter sa valeur. Il l'a fait augmenter dans le sens où il était nul, sa valeur. Oui. Et sa valeur, c'était le néant. Il partait de bas parce qu'il a un contrat très handicapant et tout ça, mais sur le niveau de jeu, tu peux te dire, il y a des équipes qui peuvent se dire, ce mec-là, en deuxième ou troisième option, il nous ferait tellement du bien. Sauf que pas
pas avec DeRozan en même temps et enfin, je sais pas. Oui, mais il n'y a aucune équipe qui peut aller chercher un mec à 50 millions en troisième option, en fait. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que tu lâches toi ta deuxième option pour aller chercher ta troisième option? Tu vois ce que je veux dire? Personne ne peut faire le trade de Lavine à cause de son deal. C'est même plus tant son niveau de jeu, en fait. C'est que le mec, il touche 43 millions cette saison. Bon, pas 50, 45, puis 48. Donc, en fait, vu que toutes les équipes sont taxées, sont au-dessus du cap, et pour faire l'échange, il faut que tu envoies la même valeur. Il n'y a que très peu d'équipes qui pouvaient chercher Lavine sans lâcher un joueur du même calibre. Et si tu lâches un joueur du même calibre, en fait, il y a des chances qu'il soit meilleur que Zach Lavine. Après, sur ta question pour les Kings, Théo, il y a un monde où ça se passe bien quand même. Il y a un monde où ils font les playoffs, ou en tout cas où ils restent. Mais par contre, c'est sûr que tu vises jamais mieux qu'un premier tour avec cette équipe, en fait. Tu t'es engagé. Voilà, ils ont. Pareil, je refais le parallèle un peu avec les Mavs où quand tu mets l'info, tu fais monter la valeur. Je suis pas si sûr en fait parce que ça envoie, c'est toi qui cherches à le transférer. C'est toi qui est là en mode j'ai besoin de me séparer de ce mec-là. Excuse-moi, pas et vraiment. il va être libre en 2026. L'info, c'était que De'Aaron Fox voulait changer d'équipe, mais ils avaient encore le temps, les Kings. Ils avaient encore le temps, mais c'est pas De'Aaron. L'info, c'est que De'Aaron Fox, il n'allait pas prolonger, mais il n'a pas demandé son trade. C'est les Kings qui ont pris l'initiative de le trader maintenant. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, ils auraient dû attendre. Il y avait moyen d'attendre. Mais l'info, c'est les Kings. Nous voulons transférer De'Aaron Fox. L'initiative, c'est pas De'Aaron Fox qui a dit « je veux mon trade ». Lui, il a fait comprendre aux Kings qu'il ne prolongerait pas. À partir de là, eux ont engagé les trade talks en mode « on veut transférer De'Aaron Fox ». Et c'est là où, pareil sur ce matin, où je suis pas convaincu à mort que quand tu laisses fuiter l'info, tu fasses monter les enchères parce que n'importe quelle équipe se dit de toute façon, il est libre. Tu vois, même San Antonio, il est libre en 2026. Allez-y, transférez-le ailleurs, on verra où est-ce qu'il veut aller, tu vois. Mais ça arrive jamais, ça. Au final, ça arrive jamais, tu vois. Donc, quelque part, t'es pas non plus, tu vois. Et Fox, c'est pas Doncic. La différence, c'est vrai, ce que vous répondiez ce matin, c'est en mode ouais, mais Doncic. Tu mets l'info, il y a forcément des équipes. Tu vois, il n'y a aucune équipe qui va te balancer leur meilleur jeune pour De'Aaron Fox. Parce que pareil, on est sur un mec qui va reprendre un gros contrat. Tu sais que ce n'est pas vraiment un franchise player. Donc, il faut que tu sois déjà compétitif. C'est un peu délicat. Il y avait peut-être moyen d'avoir mieux. En tout cas, je pense qu'il y avait moyen d'avoir mieux cet été. Mais c'est pas... Je sais pas, je suis pas en mode... c'est plus le timing que le choix en lui-même. Voilà, ils ont vu qu'il allait partir. Et après, c'est plus le choix de la star. Parce qu'en gros, on comprend que les Kings, ils veulent récupérer une star, ils veulent rester compétitifs, ils ne veulent pas reconstruire. L'objectif, c'est pas de reconstruire. Les pics, ils ne sont pas fous. L'objectif, c'est, OK, on veut une star qui va nous maintenir. Ils ont choisi Lavine. J'avoue que c'est là où moi je suis un peu perplexe en mode DeRozan, Lavine, on a déjà vu. Après voilà, il y a quand même un monde où sur une demi-saison, Sabonis, Lavine, DeRozan, Keegan Murray, Malik Monk, ça gagne des matchs. Mais au-delà, parce que la question quand t'es les Kings, c'est au-delà en fait. Tu veux aller au-delà, c'est pas. Tu t'en fous de faire les playoffs cette année. Ça suffit pas, je pense. Vu d'où ils viennent et puis la trajectoire sur laquelle ils étaient. L'idée, c'était de devenir une équipe qui compte dans la conférence Ouest et potentiellement un contender. C'est pas juste de revenir et faire un baroud d'honneur pour faire les playoffs, pour allumer le jet de lumière, tu vois. Mais est-ce que c'était possible, ça, un jour, d'être un contender du côté de Sacramento? Vous voyez est-ce qu'il y avait un scénario où Sacramento était contender? Comment ça, tu veux dire avec à partir du moment où il y a Fox, pour moi, leur très belle saison, elle est faussée. Et d'ailleurs, ils sortent au premier tour. Les Kings, ils peuvent être, s'ils sont une équipe qui joue souvent les playoffs, c'est déjà pas mal. Je vois pas le scénario dans lequel ils faisaient mieux que contender. Parce qu'en fait, Sabonis et Fox, au moment où il lâche à Liberton, il tire un trait sur être un contender. Mais ton objectif en tant que franchise, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en l'état, je suis d'accord avec toi, il y avait un plafond pour cette équipe de Sacramento, je suis d'accord avec toi. Mais tu dis, si tu trades, c'est pas pour faire un pas de recul et te dire, DeRozan, c'est peut-être c'est qui le meilleur. Non, si le meilleur joueur c'est Sabonis, mais derrière t'as DeRozan qui a quel âge il a 33 ans. Non, c'est quelque chose comme ça, non? Oui, il est là-dedans, oui. Tu vois, je comprends pas vers où tu vas, parce qu'en fait Lavine et DeRozan, c'est pas qu'ils sont pas complémentaires, ils ont déjà joué ensemble. En fait, c'est juste que c'est trop faible défensivement pour te permettre de te mêler à la lutte avec dans ta conférence, tu vois. C'est ça que je comprends pas. Il a 35.
Il a 35 DeRozan. Donc tu vas où en fait avec ce duo si jamais il n'y en a pas un des deux qui bouge d'ici jeudi? Moi je comprendrais encore moins ce trade. Parce que... Moi, je pense que ça Enfin, va pas bouger. Non, pardon, vas-y, je pense que non, ça non, vas-y. désolé, Non, c'est moi c'est qui ça. t'ai coupé. Moi, je dis, je pense que ça va pas bouger. Je pense qu'ils se disent, le talent offensif. Ils ont fini 3e avec leur talent offensif. Ils défendaient pas non plus. Hein. Là, pour moi, l'idée, c'est, on a 3 gros scoreurs. Et ces 3 gros scoreurs plus Malik Monk, qui est un joueur sous-côté. Avec eux, on va réussir à se maintenir à l'ouest et peut-être même remonter quelques places. Après, je dis pas que ça va marcher, mais je dis c'est pas impossible. Je pense aussi que c'est un mauvais trade pour Sacramento. Je trouve que c'est complètement con d'avoir fait le trade maintenant. Mais je me dis que au final, ils peuvent viser. Ils aspirent en fait à la même chose à l'instant T qu'avec De'Aaron Fox. J'ai un truc, pardon, je sais pas si je vous en parle, parce que tout à l'heure vous avez parlé de Luka, du coup il y a un truc qui m'est passé en tête. Je vous le dis quand même, et après on repart sur le trade de Fox, je vous promets. À la place des Mavs, vous préférez avoir Anthony Davis ou Devin Booker? Devin Booker. Les Suns, ils disent non. Booker pour non, ils disent oui. Non, mais ils disent oui tout de suite. Surtout que merci. Ben oui. Ça leur permet de gommer une erreur historique Et d'avoir DeAndre Ayton à l'époque. Mais bien sûr qu'ils disent oui. En plus, l'équipe, elle tourne pas. Non, mais bien sûr. Matisse Bia, il l'amène lui-même Booker dans l'avion. Bien sûr. Il le dépose à la salle, il lui enfile sa tenue des Mavs, il lui dit merci. C'est comme on disait ce matin, quelle équipe? Les exemples que j'avais cités, ils étaient encore plus évidents. J'avais dit Banchero, enfin des jeunes stars de la ligue, mais même sur des joueurs confirmés. En fait, si tu fais un ranking des meilleurs joueurs, il y a très 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 peu de joueurs pour lesquels la franchise aurait dit non. Donc oui. Non. Ça m'est venu en tête, bref, voilà, c'est une parenthèse, mais pour dire que vraiment ce trade, si vous ne l'avez pas écouté, vous pourrez saisir toute notre incompréhension dans le podcast qu'on a fait ce matin sur le trade de Luka Doncic. Mais oui, effectivement, j'entends ce que tu dis, Antoine, mais je serais vraiment... là, pour le coup, je vois pas l'intérêt d'être allé chercher spécifiquement Zach LaVine, en fait. Dans ce cas-là, c'est pareil, si tu as besoin d'un partenaire, trouve un autre club, outre le fait qu'on va peut-être pouvoir passer du côté des Bulls quand même, c'est qu'au bout du compte, les Bulls sont encore une fois fait enfler. C'est un truc de malade en fait. Non mais tu prends le trade de Caruso déjà cet été, on se dit mais comment c'est possible? T'as même pas pu prendre un pick au Thunder. Je pense que tu sais, Sam Presti, il avait déjà fait sa liste de dire ces deux-là, s'ils me les demandent, ceux-là je les donne. Il avait déjà sa liste de picks qu'il était prêt à donner malgré tout dans le trade. Ils ont pas pris un pick. Là, ils récupèrent leur pick. Là, on parle des Bulls, là. Oui, des Bulls, ouais. Non, mais attends, je vais laiser la parole à Shai, parce que Shai, je vous ai dit, préparer des armes de poing. Ils ont traité DeMar DeRozan, Zach LaVine, enfin, ils ont plus ces joueurs-là. DeRozan, LaVine, Caruso contre Josh Giddey, Kevin Huerter, Zach Collins, Trey Jones, Chris Duarte, dont on avait oublié l'existence, 2 deuxièmes tours de draft et les droits sur leur propre premier tour 2025. Pas un seul premier tour additionnel. C'est incroyable. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, en fait. Il n'y a aucune vision pour cette franchise. Ça fait 3 ans qu'ils doivent démanteler l'équipe. Qu'ils aient tenté. Moi, je ne juge pas sur l'instant T. Tu te dis, tiens, on accumule un peu de stars, on a besoin d'un peu de star power, on est Chicago. Allez, Vucevic, DeRozan, LaVine, c'est cool. C'est un peu sexy. Ça marche pas. On comprend très vite que ça peut pas aller beaucoup plus loin, que le pari Patrick Williams comme glue guy, comme nouvelle jeune star, ça fonctionne pas non plus. Au niveau coaching, Billy Donovan, que je respecte beaucoup, c'est pas adapté non plus à ça. Et ça fait, je comprends pas. Ça fait 3 ans que c'est comme ça. Il bouge maintenant. Pourquoi maintenant plus que l'année dernière ou plus qu'à la fin de la saison? J'en ai aucune idée. Et ils récupèrent une misère qui leur permet pas de reconstruire. Il y a aucun joueur. Il y a des bons petits joueurs, si tu veux. Moi, j'aime bien Josh Giddey, c'est cool, mais c'est pas. On sait même pas si ce sera un. Il va faire des passes à qui, Josh Giddey? Je l'aime bien, mais et derrière, dans les joueurs que tu récupères, Kevin Huerter, c'est un role player. Zach Collins, c'est un role player. Trey Jones, sympathique, mais meneur backup, voire 3e meneur. Ils ont 50 meneurs. Ils ont 50 000 meneurs. Ils vont envoyer Kobe White à Orlando, je crois, j'ai vu là. Bon, ok, là, peut-être que maintenant, ils vont vraiment réussir à tout détruire et tout, mais il n'y aura quand même rien pour reconstruire. Donc, il va falloir retanker sans pouvoir construire, sans pouvoir développer vraiment des joueurs qui sont là et qui seront là à l'avenir. Enfin, c'est le scénario très, très défaitiste et pessimiste. Mais pour moi, ça se goupille comme ça. Et il n'y a aucun compte qui est rendu par le GM et le front office depuis qu'ils sont là. Non, mais je crois que Karnisovas, Vivek Ranadiv et Nico Harrison, ils s'invitent tous les mercredis soirs entre à des dîners sympathiques. Non, mais c'est terrible. Les Bulls, ça fait
qu'il faut. Je me souviens quand on avait fait un podcast avec Rémi Reverchon, on avait déjà parlé du fait qu'on s'attendait à ce que les Bulls se débarrassent de Lavine, de Vucevic, etc. Et c'est toujours trop tard. Après, je pense honnêtement que Lavine, là, il joue bien. C'est peut-être même le seul moment où tu peux. En fait, le seul but, c'est de se débarrasser du contrat de Lavine. À une époque, et il n'y a pas longtemps, hein, les Bulls, il fallait qu'ils mettent eux-mêmes des pics pour que les autres équipes acceptent le contrat de Lavine. Là, au moins, ils récupèrent leur pic, mais même si, honnêtement, encore une fois, ils allaient l'avoir, ce pic, parce qu'il est protégé top 10, ils avaient terminé sans doute dans le top 10 de la draft, tu vois. Mais ils mettent eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de mettre un pic, ils se débarrassent du contrat de Lavine, maintenant, c'est plus leur problème. Je pense que le seul but, c'est de repartir de 0-0-0-0, en fait. Là, ils vont viser Cooper Flag. Sauf qu'ils sont déjà à 19 victoires. Donc, ils ont. C'est là où c'est. Non, pardon, ils sont à 21 victoires. Ils sont 10e. Ils ont 14 victoires de plus que Washington. Donc, en fait, ils sont en position où peut-être ils vont drafter en 6e ou en 5e. Et après, derrière, c'est généralement pas un joueur assez fort pour te faire complètement décoller. Donc, il faut que tu attendes encore une draft. Et ça se trouve, la draft d'après, c'est tout de suite moins chaud. Bon, il y a Agi. Mais c'est dans l'hypothèse où il drafte bien, ça. Ouais, en plus. C'est garanti. Non, mais c'est terrible. Tu peux choper des les Kings et les Bulls, c'est comme d'hab. C'est que tu fais de la merde sur 20 ans. Mais... Tu peux choper un franchise player bas si tu as si t'as des équipes qui se foirent devant et que toi, tu as ciblé pile de joueurs parfaits. Tu peux pas toujours faire des Giannis ou des joueurs comme ça, évidemment. Mais là, les Bulls, ils ont pas joué les playoffs. Alors, ils ont joué les playoffs en 2021-2022, mais ils ont pris une torgnole contre les Bucks. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois sans playoffs sur les 7 dernières années. Et pourquoi? En fait, pour rien. Un autre premier tour en 2017 contre les Celtics. Cette équipe-là, depuis qu'il y a eu le changement de direction de front office, moi c'est surtout ça. C'est-à-dire que je reproche pas aux équipes d'être mauvaises pendant X temps. Regardez OKC, pendant 2 saisons, c'était un calvaire pour les fans. Enfin, les joueurs qui étaient mis sur le terrain. Mais il y avait une ligne directrice, il y avait des objectifs, il y avait des joueurs sur lesquels tu savais pouvoir compter à l'avenir. Je prends un exemple, c'est le seul qui me vient en tête, mais on voyait Lugensdort, d'accord ? On se disait, s'ils ont le franchise player que semble pouvoir être chez Gilgeous-Alexander, Dort, c'est magnifique comme role player autour. Quand ils draftent Jalen Williams, on se dit, ça y est, dès qu'ils accélèrent, ils ont ce joueur-là. Les Bulls, je ne sais pas ce qu'ils ont, je ne sais pas quelle est la vision. S'ils veulent vraiment tanker, ils ne tankent pas vraiment. Ils ont encore le cul entre deux chaises, comme toutes les saisons depuis qu'il y a Karnisovas et, comment il s'appelle, Everly, Tom Everly. Je ne m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus non plus. Voilà. Bon. Et ils n'ont pas montré qu'ils draftaient magnifiquement bien non plus sur les dernières années. Donc, si c'est le même front office, je ne sais pas, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui leur fasse une fleur à nouveau, un trade invraisemblable d'un joueur qui leur permettrait de se relancer. Mais ça fait trop longtemps que c'est médiocre et mal géré, Chicago, maintenant. Parce qu'en plus, quand tu repars de zéro, en fait, tu veux t'assurer d'avoir plusieurs années de suite l'opportunité de pouvoir aller choper haut à la draft, en fait. Ils ont aucune garantie que ça soit le cas. Là, franchement, pour moi, du côté des Bulls, les 2 plus grands gagnants du trade, c'est Boudzelis qui va pouvoir shooter dans tous les sens et qui va avoir du temps de jeu. Et Billy Donovan, tu sais, c'est le mec, en fait, tout le monde a oublié qu'il était là, quoi. Et lui, il bouge pas une oreille. Il croise le regard de personne dans les couloirs, en fait. Faut pas qu'on se souvienne que je suis dans l'équipe. Exactement, quoi. Le gars, il reste au chaud. J'ai rien contre Billy Donovan en particulier. Mais à un moment, en fait... Ou alors, c'est quoi ton... Après, c'est ça aussi. Les Bulls, donc Chicago, c'est l'un des plus gros marchés. C'est une des franchises qui est rentable. Ils vendent du merchandising parce qu'ils surfent toujours sur la hype des années 90. Donc, ils vendent des sweats, des t-shirts, des machins. Donc, en fait, peut-être qu'ils s'en foutent. Hein. Peut-être que leur objectif, c'est juste de... Ils s'en foutent d'être médiocres. J'en sais rien, en fait. Mais sinon, ça n'a pas de sens. Il y a un moment... Le coup, honnêtement, tu vois, la belle saison qu'ils font avec DeRozan et Lavine, dès le début, on avait dit... De toute façon, en playoffs, on ne voit pas ça viable. Ils ont fait une très belle saison régulière. En playoffs, ils se sont fait sortir. Derrière, ça ne marche pas. Tu as tenté un truc, comme tu as dit, Shai. Ne serait-ce que pour revigorer un petit peu ta fanbase, leur montrer, voilà, on peut gagner des matchs. Derrière, il fallait enchaîner direct les trades. Quand la hype et la cote de tes joueurs étaient au maximum. Là, ça n'a aucun sens. Là, Lavine, honnêtement, je suis même un peu désolé pour lui parce que ça reste un très bel attaquant. C'est vraiment un très bon joueur d'attaque. Il fait une bonne saison. À part, il a manqué le début, mais depuis, il a quasiment pas été blessé. Il a fait tous les matchs. Tu peux pas demander plus. Mais le truc, c'est que si tu l'as, c'était il y a 2 ans en fait qu'il fallait le trader, ce mec-là.
Là, au bout du compte, tu te retrouves, toi, dans une impasse, lui aussi un peu dans une impasse. Bon, on en a parlé juste avant, il arrive à Sacramento. Bon, bah voilà, il va pas être. Il va retrouver son pote de Rosanne, ils vont mettre leurs points, etc. Ils vont aller nulle part de plus, et tu sais pas où ça va, quoi. Tu sais pas où ça va, et surtout, Chicago, et voilà. C'est quoi finalement, sur les 3 trades que tu as évoqués, Shai, le truc où ils peuvent se dire, non, mais avec ça, c'est notre carte maîtresse. Alors, des fois, c'est un jeune joueur. Comme quand, tu vois, je sais pas, imaginons un joueur où tu dis, bah, lui, il a été mal évalué par son club, nous, on sait qu'il a le potentiel. Il y en a aucun dans ceux qu'ils ont récupérés où tu peux te dire ça, quoi. Kevin Huerter, tu dis, c'est un joueur de complément. Le truc, c'est que il est même pas au niveau auquel on espérait qu'il soit. On s'attendait pas à ce que ça soit une star. On s'attendait juste à ce qu'il mette des 3 points à un haut niveau en profitant de ce qui se passe autour. C'est même pas le cas, en fait, aux Kings. Il est en chute libre depuis 1 an et demi. Il y a rien dans ce trade. C'est fou. Je suis en train de regarder l'historique de draft récente des Bulls. C'est dramatique. Je ne sais pas si les gens de la cellule sont encore en place. C'est pas possible. Alors, si je prends juste depuis que Karnisovas est en place, ils ont quasiment toujours eu un premier tour, ce qui est quand même pas, c'est pas mal quand même. Ils font, alors bon, Kobe White, c'est pas mal en 7, mais c'est pas une superstar de la ligue. Hein. C'est pas le mec sur le Au bout du compte, c'est peut-être leur meilleur choix de draft en 7e. Cette année-là, ils prennent Gafford, mais qui développe pas du tout, alors qu'on voit aujourd'hui que c'est un joueur qui est plutôt bien dans la ligue. Hein. C'est quasiment un titulaire d'une équipe qui a bougé un peu là, mais qui est quand même forte. 2020, Patrick Williams, c'est un échec retentissant. Patrick Williams. Bon, les deuxièmes tours, on va pas forcément juger. Tout le monde fait pas des très très bons choix au deuxième tour, mais Marco Simonovic, le Monténégrin, voilà. 2021, ils ont qu'un deuxième tour. Ils font un choix pas mal. C'est un joueur de rotation, Ayodo Sonmu, mais ils n'avaient pas leur premier tour. 2022, ils ont un premier tour. Dalen Terry. Ok, super. Qui a arrêté. C'est pas le mec qui a arrêté. C'est lui. Non, c'est le mec des Mavs. C'est lui qui a arrêté, déprimé, Dalen Terry, je crois. Non, c'est un autre en même temps. Je sais plus. C'est le mec des Mavs, mais non, c'est le mec des Mavs qui a arrêté sa carrière. Ouais. Mais Dalen Terry. Dalen Terry aujourd'hui, il joue à. Il joue en G-League, quoi. Il joue en G-League au Windy City Bulls, voilà. Bon, pour un premier tour. Non mais c'est pas grave, c'est pas facile de drafter en 18, mais il y a des équipes qui arrivent toujours à drafter des mecs qui sont utiles dans leur rotation. Là, ça n'a pas été le cas. Ensuite, 2023, ils n'ont pas le premier tour. Déjà, pourquoi ? Comment ça veut dire que sur le long terme, ils n'ont pas réussi à sécuriser des premiers tours. Et 2024, Boutzelis, pour l'instant, désolé, à part avoir dit qu'il fumait Zachary Rizaché pendant les trucs de pré-draft, on l'a pas beaucoup vu faire des trucs. Alors là, il va peut-être gagner le concours de dunk. Écoute, ça fera un peu de pub à Chicago, c'est super. Ils se font une équipe 100% white guys, quoi. Avec Guidi. Il y a un mec qui s'appelle Kobe White. Kobe White, ils n'ont pas capté. Kobe White, Buzelis, Kevin Huerter, Zach Collins. Non, mais c'est une place forte, c'est une franchise historique, ils peuvent pas continuer de faire ça tout le temps. Après, là où tu vois, tu as dit il faut drafter haut plusieurs années de suite, mais ça va être ça. En fait, là, faut penser aux Sixers après la campagne de playoff, quand tu dégages tout le monde. Et pourquoi ils l'ont pas fait avant ? Ils auraient pu faire ça il y a 3 ans, en fait. Sauf que la différence, c'est qu'ils n'accumulent pas les premiers choix. Mais là, cette équipe, je pense là, sur la deuxième partie de saison, elle va gagner. S'il y a un trade de Vucevic, elle va gagner 5 matchs. Donc, ils vont être dans le top 8. Ils vont être très mauvais l'an prochain. Ils vont viser le premier choix de draft 2026 et peut-être un des meilleurs choix de draft 2027. Mais c'est clair que vu comme c'est parti, l'équipe des Bulls, elle va mettre beaucoup de temps à se relever, en fait. Parce qu'ils ont traîné cette reconstruction depuis bien trop longtemps. Ça n'a aucun sens. Effectivement, ils ont quand même leur propre tour de draft. Premier tour en 2026, 2027, 2028, donc ils ont le leur en fait. Ils peuvent compter sur le leur. Mais le truc, c'est que c'est ce que tu disais. Tu sais pas où la loterie va te faire tomber. Tu sais pas si ton staff, effectivement, il n'est pas identifié comme étant celui qui sait identifier systématiquement le meilleur potentiel. Donc tu as besoin d'en avoir plus en fait. C'est la théorie du process en version des Epoch Sixers. Il nous faut le plus de pics possible parce qu'on sait que la draft, c'est pas une science exacte. Et qu'il faut qu'on puisse envoyer le plus de fléchettes possible vers la cible en essayant à un moment de tomber au centre. Mais bon, parce que là, au bout du compte, en fait, quels assets ils peuvent maintenant trader en espérant récupérer des... Tu vois, Vucevic, tu récupères un premier tour de draft pour Vucevic aujourd'hui ? Je suis même pas sûr, en fait, quand tu vois les autres trades qui ont eu lieu récemment. Je pense pas, il y a une belle affaire à faire pour l'équipe qui récupère Vucevic, mais pas pour les Bulls. Oui, exactement. Je dis pas que Vucevic est pas un bon joueur. C'est pas ça que je dis du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que il me semble pas être identifié. À part manifestement, les Warriors avaient de l'intérêt pour Vucevic, mais comme étant la dernière pièce
qui fait que ton équipe elle va changer complètement de bracket en fait. Du coup, il n'y aura pas la pression en fait de mettre des sommes, enfin pas des sommes, mais de mettre d'envoyer en retour d'un joueur comme lui un paquet énorme en fait. Donc c'est vraiment dramatique. Honnêtement, je vais revenir là-dessus, mais depuis le trade quasiment de Jimmy Butler, en fait, cette franchise, elle a stagné, régressé, progressé une saison en faisant les playoffs et derrière retrouvé un niveau qui est catastrophique, quoi. Ils ont eu Lauri Markkanen qui tournait à quasiment 20 et quelques points, plus de 20 points par match chez eux. Hein. C'est Il vrai. est plus fort que n'importe quel mec et il est peut-être même plus fort que le gars qu'ils vont drafter cet été. Ils l'ont envoyé à Cleveland, quoi. Ils ont eu ce mec-là en échange de Jimmy Butler. Ils ont eu Lauri Markkanen, quoi. Ils n'ont pas su capitaliser sur tellement de trucs. Karnisovas, je suis désolé, c'est catastrophique. Hein. Et il est Vraiment. pas tout... Du coup, j'ai retrouvé, je confondais, je disais Tom Everly, rien à voir, c'était un milieu de terrain de Manchester United. Hein, General manager de Cleverly d'ailleurs, pas Everly. Oui, c'est Cleverly le mec des. Mark Eversley, tu vois, bon, pas quelqu'un de très visible loin. non plus. On a plus vu Karnisovas. C'est toujours les Reinsdorf à la tête de la franchise aussi. Il va falloir s'interroger sur eux aussi, sur l'héritage à un moment, parce que aussi, ils mangent bien sur les exploits de Jordan et sur la belle période brève qu'il y a eu autour de Rose, Noah, Thibodeau. Depuis que Thibodeau est parti, ils ont gagné 3 matchs de playoff. Hein. 3 matchs, hein, pas de série, 3 matchs de playoff. Oui, c'est aussi, enfin, on va pas revenir sur le trade de Jimmy Butler, mais c'était en partie aussi parce qu'il voulait pas lui donner l'argent auquel son contrat, le prochain contrat, enfin, que le prochain contrat qu'il avait demandé méritait. Et donc il y a quand même toujours ces histoires de franchise aussi où, je te dis encore une fois, c'est une franchise qui est rentable, qui gagne de la thune en fait. Donc c'est un peu la situation des Clippers à une certaine époque. Ça a été la situation des Knicks longtemps. Ouais. Voilà, de franchises qui sont rentables. En fait, les proprios, ils s'en foutent un petit peu, j'ai l'impression de. Mais à un moment, ils ont réussi à enclencher un truc, tu vois. Même si ça a été long, les Knicks, ils ont enclenché quelque chose, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a une fanbase qui rend un peu la vie difficile aux proprios au bout d'un moment quand même. Le mec, il peut plus aller faire ses courses sans se faire pourrir par les fans des Knicks. Il faudrait que les fans des Bulls, vous vous mettiez un petit peu sur le dos des Reinsdorf. Là, c'est pas possible. Promis, les prochaines fois, on sera plus positif. Là, on est un peu à chaud sur les. Enfin, je parle pour moi, vous êtes très calme, les gars, je vous admire. En fait, je m'en veux parce que j'ai dit plein de fois, depuis le départ de Divac, je pense, aux Kings, j'ai dit plein de fois, bon, maintenant qu'un mec comme Divac qui a une connaissance basket exceptionnelle, attention, hein, je ne manque pas de respect à Divac, mais tout le monde savait qu'il ne connaissait pas les règlements, le CBA et tout ça, j'arrête pas de dire, maintenant en NBA, tu peux plus, il n'y a plus d'incompétents en NBA, il n'y a plus de mecs qui vont prendre des décisions débiles et qui vont hypothéquer l'avenir de la franchise. Les 3 quarts du temps, les GM, c'est des mecs hyper portés sur les analytics, qui ont des stratégies planifiées sur 10 ans, et là, en un week-end, j'ai l'impression qu'on s'aperçoit qu'il reste encore des gens capables de prendre des décisions ahurissantes de notre modeste point de vue. Mais je crains que ça ne se confirme, que nos craintes ne se confirment à l'avenir pour tous les trades dont on a discuté là quand même. J'en ai encore une belle si vous voulez sur Doncic. Si t'es New York, tu refuses Bronson et Bridges contre Doncic? Prenez comme le même là de Futuropolis là, prenez mon argent et tout. Take my money, shut up and take my money. Voilà. C'est incroyable. Mais oui, pardon, t'as raison, Charlie, sur les dirigeants. Moi aussi, j'avais l'impression que les GM se débrouillaient de mieux en mieux, qu'il y a de plus en plus. Tu sais, ça va avec l'évolution du talent dans la ligue et tout. Tu vois que les mecs comprennent de plus en plus. Et derrière, t'as Nico Harrison. Mais après, dans les coms, vous allez nous dire, mais allez-y, si vous êtes si malin, faites les GM et tout ça, mais on n'a pas la prétention. J'aurais pas échangé Luka Doncic contre Anthony Davis. Mais j'aurais pas. Non. Et à la place de Vlade Divac, j'aurais drafté Luka Doncic parce que je disais qu'il connaît bien le basket. C'est quand même un mec qui a pris Marvin Bagley. Ouais, mais attends, le père de Luka, un jour, il a fait une blague sur Vlade Divac. Alors voilà, je comprends bien. C'est quand même l'honneur, quand même, faut pas. Je vous propose, on peut peut-être finir sur les Spurs, si ça vous va. Yes. Donc aujourd'hui, San Antonio qui est 12e de la conférence Ouest. Ils sont... Donc les Suns qui sont 8e sont à 25 victoires, les Spurs sont à 21 victoires. Qu'est-ce que vous voyez pour cette deuxième partie de saison pour San Antonio? Scénario, on exclut bien sûr le cas de blessure qu'on peut pas prévoir. Qu'est-ce que vous voyez comme scénario pour les Spurs? Il faudra peut-être un peu de temps pour régler, pour que Fox s'adapte, mais ils n'ont rien perdu. Peut-être que ça va leur insuffler un souffle nouveau. Antoine, tu parlais de peut-être revenir totalement dans la course au play-in, en sachant que devant, il y a les Kings qui, pour moi, ça reste un peu incertain. C'est pas impossible. L'essentiel, ça va être de travailler sur la
la relation Fox ou Wembanyama, voir ce que ça donne. Si c'est efficace tout de suite, c'est top. Si ça met un peu de temps, bah, ce sera pas dramatique. Mais moi, pourquoi pas, j'étais plutôt pessimiste, mais pourquoi pas réinverser la tendance là. Les jeunes sont toujours là, Fox arrive. Pourquoi pas, je les vois bien inverser la tendance et peut-être essayer d'aller gratter le 10e spot. Je suis en train de regarder. D'ailleurs, il y a un Spurs Kings le 7 mars. Je suis en train de regarder un peu leur calendrier. Ils vont jouer 2 fois les Mavericks. En février, c'est plutôt abordable. Si je me trompe pas, les Kings ont un calendrier ultra violent sur la fin de saison. Il me semblait avoir vu ça, pardon. J'en parle parce que tu l'as mentionné, mais... Parce que du coup, ouais, il y aura une vraie course. En fait, il y a un monde où les Spurs ils délogent les Kings du play-in. Tu sais, une espèce de karma, mais je sais pas. Je trouve ça dur. J'ai du mal à pronostiquer l'affaire. Je pense que ça va plutôt bien marcher, dit Aaron Fox, genre dès le début. Maintenant, à quel point est-ce que ça va marcher au point de faire le play-in? Je pense qu'ils en ont vraiment envie. Je pense que tu vois, que ça serait une petite déception si ça marchait pas à ce point-là. Mais tu vois, juste devant, en fait, l'Ouest est terrible. Si tu regardes dans les équipes du play-in, même si tu prends à partir de la 5e place, il y a les Lakers qui ont un très bon bilan, 28-19, et ils récupèrent Luka Doncic, c'est incroyable. Les Clippers sont à 28-21, ça reste une équipe solide. Minnesota à 27-22 et tourne plutôt bien. Phoenix 25-23, on verra ce qui se passe à la deadline, mais je pense que Phoenix, je vois pas par exemple San Antonio repasser devant Phoenix, tu vois, ces espèces de 4 victoires d'écart, il y a quand même Booker, il y a quand même Durant. On peut dire ce qu'on veut sur les Suns, c'est irrégulier. Pour Mais... l'instant, il y a Booker et Durant pour l'instant. Parce qu'on Ouais, n'a pas parlé des effets secondaires de ce coup sismique là, mais ça annonce un peu partout que les derniers jours vont être assez dingues. Butler a toujours pas changé d'équipe. Il y a peut-être des joueurs qui vont se retrouver disponibles parce qu'il y aura une réaction à tout ce qui s'est passé avec Doncic notamment. Attention, c'est pour ça que je resterai prudent. Mais bon, bah ouais, c'est sûr que si les Mavs avaient appelé les Suns, Booker il serait peut-être déjà à Dallas, hein, mais c'est fou ça. Oh là là, les Mavs sont 9e et moi je trouverais ça très beau que les Mavs ils sortent du play-in. Je pense pas parce que leur équipe elle reste forte, tu vois. Mais t'es à 1 ou 2 blessures. Tu sais, Lively va pas jouer du tout là quand même. On sait pas s'il va revenir cette saison. Kyrie se blesse souvent. Anthony Davis, Mais va savoir s'il se blesse. Et puis elle est très déséquilibrée leur équipe là. Quand même. En termes de poste, je veux dire. Elle est forte parce qu'il y a des bons joueurs, mais moi je vois pas du tout la cohérence de l'équipe telle qu'elle est assemblée aujourd'hui, quoi. Ce serait beau que les Mavs ils sortent du play-in. Bon, après, ce serait difficile pour Nico Harrison. Hein. Je pense j'espère qu'il vit pas à Dallas. Hein. Oui, j'espère qu'il. Tu sais, il y a un monde. Il vit à Los Angeles. C'est très chelou cette histoire. Hein. Tu sais, il vit à LA. À savoir, il a des parts quelque part. Petite théorie du complot avant de fermer le pod magnifique. Non, mais bon, bref, tout ça pour dire, je sais, les Spurs vont se rapprocher du play-in. J'arrive pas à savoir à quel point ils seront dans le top 10, mais ouais, ils sont en tout cas, ils sont dans une meilleure position pour atteindre le play-in que juste avant la nuit dernière, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, je pense qu'effectivement, le play-in, c'est quand même accrochable sur le talent, en fait. La seule question que je me pose, c'est effectivement le temps d'adaptation. Pas simplement, je pense que les choses vont bien se faire, mais le fait de... La logique, c'est effectivement que Chris Paul sorte du banc. Je pense que ça serait ça. Ou à moins qu'ils alignent les deux, à moins qu'ils alignent les deux, en fait. Dans un premier temps. Au moins dans un premier temps, Fox et Chris Paul, ça peut jouer ensemble. C'est peut-être ça la logique, en fait, le temps que les choses se mettent en place et qu'ensuite tu puisses faire sortir Chris Paul du banc. C'est pas impossible. Je sais pas défensivement ce que ça donne de ton équipe si tu fais ça. C'est peut-être ça. Parce que moi, la question, elle est vraiment ça, sur combien de temps ça prend pour que la sauce prenne. Mais derrière, je pense que sur le... Je suis assez enthousiaste aussi parce que l'an dernier... je reviens tout le temps à ce truc-là, peut-être que j'en fais trop avec ça, mais moi j'ai vraiment été impressionné par la deuxième partie de saison de Victor Wembanyama. S'il a cette capacité à hausser son niveau en deuxième partie de saison encore cette année, en gagnant en justesse dans le jeu, ça peut vraiment faire passer un cap à San Antonio. En tout cas, voilà, moi je suis hyper enthousiaste sur ce trade. Ça serait bien de faire le play-in. En fait, ça serait vraiment bien pour avoir des matchs en jeu un petit peu, voir tester tes joueurs, etc. Et d'autant que des matchs de play-in, tout peut se passer. Hein. On a même vu des équipes qui allaient en finale NBA après, après des matchs de play-in. Mais bon, bref. Ils sont assez clément là sur février. Ils ont pas mal d'équipes faibles sur lesquelles tu peux te défouler et te mettre en confiance. Ça peut créer une dynamique et après derrière, une fois que tu es dans la dynamique, tu vois, on a vu que cette équipe de San Antonio, elle peut battre plein d'équipes en fait. Déjà avant même qu'il y ait Fox. Donc si tu es dans une bonne dynamique.
Ouais, bah écoutez, dites-nous en commentaire aussi ce que vous pensez de ce trade de De'Aaron Fox. Si vous avez l'adresse de Nico Harrison ou de Arturas Karnichovas, je pense que ça vaut cher sur le Dark Web. Et puis demain, on reprend un planning un peu plus classique avec CQFR, etc. En tout cas, comme je vous le disais, si vous voulez avoir des infos sur les matchs qui se sont joués, tout est sur Basket Session. Tous les jours, il y a sur basketsession.com un CQFR à l'écrit avec des résumés de tous les matchs. Vous avez aussi toutes les infos, que ce soit les rumeurs, les news, tout ça, c'est sur BS. Allez jeter un coup d'œil et puis nous on vous dit à demain. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Game is out there, and it's either play or get played.